Bonjour, nous allons pouvoir commencer. Cette conférence est la première d'un cycle proposé par le réseau Faire vivre et renforcer le PCF pour contribuer au débat sur le changement de société. Il est de bon ton de parler du jour d'après, expression inventée par Emmanuel Macron, vous savez, ce président dont le livre de campagne s'intitulait Révolution. Nous pensons que cette idée du jour d'après est dangereuse. Elle porte l'idée que la crise sanitaire, et plus généralement écologique, serait naturellement porteuse de changements de société, que le capitalisme pourrait se transformer lui-même pour relever les défis auxquels l'humanité est confrontée. Mais nous le savons bien, le capitalisme se transforme que pour se reproduire et garantir à la classe sociale dirigeante ses privilèges et donc maintenir les profondes inégalités et les violences de ce système social. Comme le dit le Guépard de Visconti, tout changer pour que rien ne change. Au contraire, nous savons qu'il faut l'intervention massive et organisée des peuples pour faire reculer la domination de la grande bourgeoisie et lui interdire la violence, pensons au Chili de 73 ou à la Grèce de 2010. Nous voulons donc contribuer au débat pour répondre au jour d'après de Macron en liant au contraire l'intérêt général dans le changement de société et la nécessité d'une rupture avec la société capitaliste. Nous voulons affirmer notre projet de transformation révolutionnaire de la société et lui redonner son nom historique, le socialisme. Cela suppose de tirer des leçons actuelles des socialismes existants et passés, de leurs succès et de leurs échecs. Les leçons aussi des expériences de gauche affirmant qu'il suffirait de pousser les luttes dans le capitalisme pour le transformer en quelque sorte de l'intérieur, les leçons de l'idée que le nouveau monde serait déjà là, qu'il suffirait de le faire grandir, ce qui se conduit à considérer le moment révolutionnaire comme inutile, et aussi de réduire la question du pouvoir à la question électorale. Les propositions d'intervention et de contribution pour ce cycle de conférences sont les bienvenues. Nous commençons ce cycle de conférences avec Jean-Claude Delaunay, économiste, membre du PCF, habitant depuis 10 ans en Chine et auteur d'un livre remarquable sur la Chine intitulé Les trajectoires chinoises de modernisation. Il est l'auteur de plusieurs articles sur ce qu'il appelle le marché socialiste. À lui la parole. Oui, alors on recommence. Euh, Moi, je penserais que la première conférence porterait enfin, serait faite par des camarades de la SNCF et d'autres grandes entreprises françaises. Mais bon, je ne crois pas qu'il y ait d'intention particulière de commencer par la Chine, bien que la Chine soit très intéressante. Notre sujet, c'est le socialisme en France. Et quand j'ai, moi, réfléchi à la Chine, j'ai pensé à ce pays en pensant aussi à la France. C'est ce que je voulais dire un peu en introduction. Euh, nous ne sommes pas des adorateurs de la Chine parce que pour telle ou telle raison. La Chine n'est pas un modèle, c'est un exemple à imiter, non, non. C'est un exemple à méditer, et ça, c'est la première partie de mon exposé. La deuxième partie, c'est que ce pays, ce grand pays socialiste, est aussi un allié auquel il faut penser. Construire le socialisme en France supposera de notre part d'avoir des alliés. Alors, ma première partie, c'est de dire que c'est un exemple à méditer et non pas à imiter. Alors, et cet exemple à méditer est d'abord, je vais mettre en lumière deux points, à mon avis. Premièrement, c'est un pays qui a réalisé la rupture avec son passé sociologique, social et juridique, premièrement. Et deuxième caractéristique, je parlerai de la démocratie bourgeoise et de la démocratie populaire. La démocratie populaire étant, selon moi, la forme la plus visible et la plus importante de rupture avec le passé. Alors, c'est
un pays qui a réalisé la rupture avec quoi? D'abord avec le système des classes sociales précédentes. Et je pense que nous ne ferons pas le socialisme en France sans rompre avec la grande bourgeoisie monopoliste qui est à l'heure actuelle est installée au pouvoir, que ce soit avec ses appuis directs ou ses appuis complémentaires, que sont par exemple les partis socialistes. C'est une rupture également, construit des transports par train extrêmement performants, il construit des villes nouvelles, il construit les infrastructures de ces villes, il veille à ce que l'alimentation soit suffisante et de bonne qualité, il veille à ce que la consommation de l'environnement se fasse dans de meilleures conditions que cela ne s'est fait. Il veille donc à l'amélioration de cette consommation. C'est donc une rupture dans la consommation. Première rupture, les classes sociales. Deuxième rupture, la consommation. Troisième rupture, c'est évidemment pour la Chine, une rupture avec l'impérialisme. Et dans cette direction américaine, ce que nous, en France, nous n'avons pas encore réalisé, puisque nous sommes membres d'une Union européenne qui est qui abrite la direction américaine de l'OTAN. C'est en même temps une rupture de fond avec le fonctionnement de la force de travail. Alors, la rupture auquel on peut penser pour un pays comme la France n'est pas exactement la même que celle que l'on observe en Chine, mais la Chine a opéré une rupture de sa force de travail en la déplaçant de l'agriculture vers les villes, et c'est un changement très très profond qui s'opère. C'est l'urbanisation de cette force de travail, c'est la mise en industrie de cette force de travail, ce qui n'est pas la même chose que le travail dans les champs, c'est la mise en place de ce qu'on appelle un État social, et donc ça, c'est à mon avis, une rupture. Et c'est enfin une rupture juridique. Je voudrais, de manière peut-être, comment dire, sans suite, mais on est en train de faire une discussion, insister sur ce qui me paraît vraiment important ici dans ce pays, c'est la rupture et c'est l'état de droit. Et je crois que quand on pense socialisme et quand on va travailler avec les masses françaises sur cette question, cela nous viendra tout de suite à la figure. Oui, mais le socialisme, c'est l'autorité, c'est comment dire, c'est l'arbitraire, voilà. Les gens de Sciences Po, des types comme Domnac adorent appeler la Chine un État arbitraire, ou je ne sais plus exactement le terme qu'ils emploient, mais ça veut dire ça, autoritaire. Non, la Chine est un État de droit, et je dirais que la rupture avec le mode de production capitaliste et la mise en place d'un État de droit, c'est-à-dire d'une situation que tout le monde doit respecter, est l'une des conditions pour que ce pays continue justement de faire travailler des entreprises capitalistes, mais qui ne soient pas porteuses du mode de production capitaliste. Parce qu'après tout, il y a en Chine des entreprises capitalistes chinoises, mais aussi des entreprises capitalistes américaines, françaises, allemandes, autres, et bien taïwanaises. Ces entreprises ne sont pas porteuses du mode de production capitaliste, elles doivent respecter la loi. Je pense que ces deux traits sont très importants dans un pays comme la Chine qui n'était pas un pays juridique. Alors nous, on a une certaine habitude du droit, mais la Chine était un pays construit sur la relation, la Guanxi, c'est-à-dire qu'on règle les problèmes. Le droit qui était développé dans ce pays était principalement un droit criminel, mais le droit des affaires, le droit
des contrats, le droit de mariage, le droit civil, tous ces droits n'existaient pas. Et donc, on réglait les problèmes par des relations. Voilà. La relation est la base de la corruption, et c'est pourquoi d'ailleurs la lutte contre la corruption est une lutte de fond en Chine, parce que c'est le bouleversement complet de cette société qui est habituée à la corruption. Et je pense d'ailleurs qu'en France, même s'il y a eu pendant le 19e siècle, la bourgeoisie a essayé de mettre en place des éléments de clarification de son intervention dans la société et d'une relative clarté et de contestation de la corruption. Cette corruption s'est fortement réinstallée et nous aurons à intervenir certainement et à développer ce point dans ce pays. Alors, la deuxième partie de ma première partie consiste à dire que une grande rupture qui résume toutes celles que je viens de dénoncer, que je n'ai pas dénoncé, c'est la mise en place de la démocratie populaire. C'est un problème théorique de fond que nous aurons certainement rencontré très rapidement. Je vais même aller directement à l'essentiel. Ce qui est pour moi l'essentiel et ce que l'observation de la Chine ne me donne pas à voir directement, c'est que il me semble qu'en France, notamment, peut-être dans l'ensemble des pays développés, mais en France, nous sommes victimes de l'illusion de la démocratie bourgeoise. Et nous sommes d'autant plus facilement victimes de l'illusion de la démocratie bourgeoise que la démocratie bourgeoise, nous avons contribué à l'améliorer. Souvent je lis, enfin quelquefois je lis dans les rapports, dans les interventions que Daniel Poitouétrac met sur son blog, qui est un blog tout à fait intéressant et important, des propos de Rosa Luxembourg en train de fustiger Jean Jaurès. Bon, alors, Jean Jaurès, moi, je ne l'attaquerai pas de cette manière. Je pense qu'il a été victime de l'illusion parlementaire dans la mesure où c'est un type qui a contribué et qui a vu l'expérience de la lutte contre les anti-dreyfusards. Et donc, cette fin du 19e siècle a mis en place dans la démocratie bourgeoise du 19e siècle un succès remarquable. Et donc, il a cru que la démocratie bourgeoise pouvait être retournée contre la bourgeoisie. Et je pense que le Parti communiste, avec les succès qu'il a remportés, par exemple avec le Front populaire ou d'autres succès, a pu penser que la démocratie bourgeoise, qui est une démocratie arithmétique et non pas une démocratie de classe, était susceptible d'être transformée et de se transformer contre nos ennemis de classe. Je pense que ça, c'est quelque chose qui devra être réfléchi de manière profonde et systématique. La démocratie bourgeoise est une démocratie arithmétique dans laquelle les éléments qui dominent cette société sont mis à égalité avec les autres. Ils entrent dans cette démocratie qui est uniquement procédurale et élective avec leur pouvoir et social et économique, et ils ne disparaissent jamais, ils sont toujours là, et aujourd'hui, ils sont là plus que tout autre, et les seuls, comment dire, la seule façon d'agir pour des gens qui sont écœurés par ce système, c'est de se mettre en dehors du coup. Voilà. Si la démocratie bourgeoise a pour conséquence révolutionnaire que ceux qui sont capables de changer la société se mettent en dehors du coup, ça veut dire qu'il faut la changer complètement. Il faut que la démocratie devienne une démocratie populaire, c'est-à-dire une démocratie de la majorité. Et je pense que notre travail de communiste est je vais utiliser une terminologie qui, je crois, vient de Lukács,
nous devons transformer le peuple en soi en peuple pour soi. Et étant donné que le peuple contient dans son cœur la classe ouvrière, évidemment. Mais ça, c'est un travail gigantesque, mais nécessaire. Nous ne ferons pas de révolution socialiste sans, à mon avis, obtenir cette transformation, étant entendu que cette transformation du peuple majoritaire et actif supposera évidemment une arithmétique majoritaire. Et ça, c'est le résultat. Je vais passer donc à la deuxième partie, parce que c'est en cours, et puis ce que je dis est juste une introduction à la discussion. La deuxième partie, ça consiste à considérer, pour moi en tout cas, que la Chine est un allié nécessaire. Combien de mes collègues économistes, on parle de la lutte contre la corruption, et, oh, mais oh, c'est des questions de pouvoir qu'ils sont en train de régler entre eux. Bon. La moindre décision du gouvernement chinois actuel a toujours des mauvaises intentions. Voilà. S'ils font ça, c'est avec une arrière-pensée. Et du coup, ou bien ils sont autoritaires. Bah oui, la démocratie populaire, c'est une démocratie autoritaire à l'égard de la classe anciennement dominante, à l'égard des capitalistes. Tiens, ce matin, j'étais en train de regarder, vous savez, l'histoire on appelle le crédit personnel. Le crédit personnel. Le crédit personnel, ça ne concerne pas principalement les personnes, ça concerne principalement les entreprises. Et l'Union européenne a fait un long rapport là-dessus. Évidemment, ça les choque énormément. Les Chinois donnent des notes aux entreprises et il y a eu des sanctions. Autrement dit, il y a des entreprises chinoises, mais aussi étrangères, qui se comportent mal. Ben, on leur dit, écoutez, ça suffit, vous n'avez pas à faire ceci ou cela. Voilà. La démocratie populaire comporte au moins cet autoritarisme, et ça me semble la moindre des choses. Récemment, avec le coronavirus, ben oui, il y a des gens qui se sont crus autorisés de vendre des masques à des prix prohibitifs et ils ont été envoyés devant les tribunaux. État de droit, mais c'est pas admis. Donc, ma deuxième partie, c'est vrai que c'est des alliés. Alors, c'est des alliés qui n'ont pas le même comportement que nous, c'est-à-dire que les ennemis sont les ennemis de classe, c'est pas le peuple. Et dans l'état actuel des choses, le comportement international de la Chine est un comportement dont l'exemple récent est toujours en cours d'ailleurs de l'épidémie, de la pandémie du virus Covid-19 est une illustration éclatante. Et les Chinois n'avaient pas envisagé que se produirait cette pandémie pour mettre en place leur nouvelle relation internationale. Alors, j'ai déjà plusieurs fois, et je me permets de citer encore Daniel Pétrac, qui a raison d'insister. Il y a eu un bouquin à la traduction duquel notre camarade Peggy Cantin-Fuyet a participé, et qui, à mon avis, est un bouquin très important. J'ai demandé à Peggy où est-ce qu'on pouvait l'acheter. Je crois qu'il faudrait que nos camarades chinois s'activent un peu sur ce plan, que ce bouquin soit disponible. C'est l'illustration de la politique internationale qui est illustrée dans les propos de Xi Jinping, mais pas seulement de Xi Jinping, de son équipe, de discours prononcés de 2014
2019, me semble-t-il. Non, 2018. C'est dire que ce n'est pas une politique de circonstance. Et cette politique internationale, elle a trois caractéristiques importantes. Premièrement, elle repose sur des principes. Deuxièmement, elle est accompagnée par des engagements. Et troisièmement, elle est illustrée par des actions concrètes. Alors, des principes. Ben oui, dans le monde, il y a des petits et des gros. Voilà, c'est comme ça. Le Burundi, par exemple, est un pays d'Afrique centrale qui fait 11 millions d'habitants. Ben, il a droit à l'existence, autant que l'Inde, qui a plus d'1 milliard d'habitants, autant que la Chine, et autant que la France, avec ses 60 ou 70 millions d'habitants, et ainsi de suite. Donc, les petits, les gros, il faut faire sauter ça, alors que, évidemment, pour des pays impérialistes, on va d'abord s'intéresser aux gros, puis il y a toute une frange de pays que je nommerai des pays sans dents, qui peuvent, sans dents, pour reprendre l'expression d'un illustre président de la République française, une sorte d'empire, donc des pays sans dents qui sont en train de crever sur le bord de la route, tant pis. Maintenant, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de gros, il y a des peuples. Un autre principe très important, c'est que les peuples veulent la paix. Ah oui. Et ça, nous devons le réaffirmer tant que nous pouvons, nous le faisons d'ailleurs. Maintenant, des engagements, oui, il y a par exemple l'engagement écologique. C'est un engagement. Il y a le soutien aux organisations internationales. Alors, ça ne veut pas dire que les Chinois considèrent les organisations internationales existantes comme des organisations parfaites, mais ils pensent qu'elles existent et qu'on peut essayer, en tout cas, de les améliorer. Et ils l'ont illustré très récemment avec l'Organisation mondiale de la santé, alors que le président américain qui essaie d'être réélu, voilà, ça c'est un aspect de la démocratie bourgeoise, on raconte n'importe quoi pour être élu, parce que les majorités sont des majorités arithmétiques, est en train de dégoiser n'importe quoi sur l'Organisation mondiale de la santé, les Chinois soutiennent cette organisation et lui ont même versé l'argent. Et il y a un principe, je crois qu'on peut le souligner, très important, pour montrer la nature vraiment révolutionnaire. Les Chinois, non pas parce qu'ils sont gnangnans, ou parce ils ont une préoccupation morale très, très grande, mais ils disent que nous devons transformer les solutions précédentes, qui étaient de type gagnant-perdant, en solutions gagnant-gagnant. Et cela, y compris, à commencer, je dirais peut-être, par les solutions concernant l'Amérique du Nord. Nous avons à faire en sorte que les solutions gagnant-gagnant deviennent des solutions normales. Ça suppose la négociation. Pas la guerre, mais la négociation. Donc, c'est finalement une démarche anti-impérialiste, parce que l'impérialisme, c'est la guerre. L'impérialisme, ce n'est pas la domination, ce n'est pas le fait d'être gros. L'impérialisme, c'est la guerre. La démarche des Chinois, c'est une démarche de paix. Mais c'est une démarche qui est appuyée sur une volonté, sa volonté, mais aussi la volonté des peuples. Là, on ne va pas laisser la Chine se débrouiller toute seule. Voilà, c'est facile pour des intellos français, un petit peu, je dirais pas prudent, mais toujours un petit peu sur le qui-vive, dire oui, non, mais nous on regarde, hein, alors on ne va pas s'engager. Hein. Ne pas s'engager, ça veut dire laisser seulement la Chine. La Chine a d'autres alliés que nous, mais je ne vois pas pourquoi nous
nous ne serons pas les alliés de la Chine. La Chine a l'immense alliance des pays en développement, qu'ils soient communistes, socialistes ou capitalistes. Je suis sûr que les Iraniens, par exemple, vont avoir de la Chine une autre vue que celle qu'ils pouvaient avoir il y a un certain nombre d'années. Et l'Iran n'est pas quand même un pays qui se trouve à la pointe du combat révolutionnaire. Lorsque les Pakistanais ont demandé à la Chine leur aide pour la lutte contre le Covid-19, ben, les Chinois sont venus. Et c'est l'illustration d'un fait. Alors, dans cette deuxième partie, dans laquelle je prétends que nous devons dès à présent, et que cela fait partie de notre combat révolutionnaire pour le socialisme de demain, dès à présent soutenir la Chine, je pense que nous devons aussi promouvoir, penser à la réciprocité de nos relations avec la Chine. Je pense que très facilement, les Chinois admettraient que nous pouvons, nous Français, nous communistes français, et promouvoir auprès de la classe ouvrière de ce pays, des ingénieurs de ce pays, auprès des intellectuels de ce pays, l'immense importance de leur rapport éventuel au fonctionnement de la Chine en général, au bien-être de sa population. Voilà, j'en ai terminé. Je voudrais, de manière rapide, résumer les idées que j'ai cherché à défendre dans cet exposé. La première, c'est qu'il n'y a pas de socialisme sans rupture. Il faut rompre avec le passé social. Et deuxièmement, il faut rompre avec le passé productif aussi. Peut-être qu'en France, hein, notre système productif est complètement délabré. Hein. On va faire un inventaire de ça. Deuxièmement, j'ai une idée que je n'ai pas développée, c'est oui, c'est nécessaire, parce que le socialisme est une transition. Hein, et on ne fait pas de transition sans organiser cette transition. Et donc le socialisme, c'est à la fois une rupture et c'est une construction. Et c'est une construction qui se fait sur des bases concrètes. Et on ne fait pas une construction sur des bases concrètes, d'abord avec les ennemis de classe qui sont en place, et deuxièmement, sans mobiliser le peuple de manière particulière. La troisième idée que j'ai cherché à développer dans cet exposé, c'est que, à mon avis, en France, la principale difficulté que nous rencontrerons, et que nous rencontrons certainement déjà, c'est la rupture avec la démocratie bourgeoise. Et il faut penser à ça, il y aura d'autres exposés là-dessus. La quatrième idée, c'est que nous devons, à mon avis, dès à présent, penser à notre allié chinois et nous, communistes, exprimer clairement que la Chine socialiste est notre allié. Et enfin, la cinquième idée que j'ai à peine esquissée, c'est que la France est certes un petit pays, mais c'est un pays qui a une histoire ancienne et, à mon avis, une culture honorable. Et je répète, nous pouvons proposer aux ouvriers, aux ingénieurs, aux intellectuels de ce pays d'apporter à leurs homologues chinois ce qu'il y a de meilleur dans cette culture, tout en tirant de la culture chinoise ce qu'il y a de meilleur en elle. Voilà, j'ai terminé mes camarades. Merci pour votre attention silencieuse.